Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Plus de la moitié des jeunes entre 18 et 24 ans ont déjà été affectés par un problème de santé mentale. Dépression, anxiété, stress, mal-être profond, les jeunes souffrent et les chiffres empirent. Est-ce le résultat d'une prise de conscience ? Pour mieux comprendre, la recherche scientifique se penche sur le sujet pour collecter des données, des témoignages, et les initiatives se multiplient sur le territoire, dans les universités, pour tenter d'améliorer les choses. Petit tour d'horizon avec le Labo des Savoirs. Cette émission est enregistrée à l'occasion de la Semaine du Cerveau du 10 au 16 mars 2025 en partenariat avec l'INSERM Grand Ouest. Et nous sommes dans la nef du Grand Bain à Nantes. Merci à eux de nous accueillir et merci au public qui est venu au rendez-vous. Merci d'être là. Avec nous en plateau, nous recevons pour cette émission Vincent Chupin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en psychologie et vous travaillez sur une thèse portant sur le lien entre l'épanouissement, la santé mentale et la réussite des étudiants. Et vous êtes également formateur au premier secours en santé mentale à Nantes Université. C'est bien ça ? Et c'est exactement ça. Je ne me suis pas trompée, super. À vos côtés, Maxence Boutet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet Uniwell à Nantes Université. Uniwell, c'est un regroupement de 11 universités européennes qui se concentrent sur le bien-être et le développement durable dans l'enseignement supérieur. Je ne me suis pas trompée ? C'est tout à fait ça. Et enfin, Arnaud Bascop, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet INSERM pour l'étude Mentalo avec l'Université Paris-Cité. C'est la première étude nationale sur le bien-être mental des jeunes de 11 à 24 ans. Et c'est une étude co-construite avec plus de 300 jeunes. Vous recrutez encore ? On recrute encore, oui. Bon, il faut écouter cette émission, il faut aller voir Mentalo juste après. Petit avertissement, pendant 1 heure, nous allons parler ensemble de santé mentale chez les jeunes, bien sûr, de leur bien-être, de leur mal-être, mais également de dépression, d'hyperanxiété, voire de tentatives de suicide. Ces sujets sont graves, et même si nous aborderons ensemble des pistes pour aller mieux et parlerons d'initiatives qui font la différence, il me semble important de mentionner dès maintenant le 3114, numéro ouvert 24 heures sur 24, à appeler en cas de grande détresse psychologique. Vous êtes bien, vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs. C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs. Alors avant de commencer les échanges, quelques chiffres. On commence quand même souvent par des chiffres qui sont tirés du site santé.gouv.fr. 23% des jeunes ont le sentiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale. 55% d'entre eux, donc plus de la moitié, ont déjà été affectés par un problème de santé mentale. Et les 18-24 ans étaient 20% à être concernés par la dépression en 2021. En 2017, il n'était que 11%. Ça a presque doublé en 4 ans. À rappeler également que le suicide est la 2e cause de décès parmi les jeunes de 15 à 24 ans, derrière les accidents de la route. Alors maintenant que tout ça est posé sur la table, de quoi on parle ? Vincent Chupin, dans votre travail de recherche, vous dissociez la santé mentale du bien-être, de l'épanouissement des étudiants. Déjà, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors c'est une question qui va nécessiter un petit peu de temps de réponse, mais je vais essayer de faire court. La santé mentale, on peut le voir, on le voit maintenant particulièrement en psychologie de différentes façons. On le voit à la fois sous un prisme médical avec la notion de trouble dont vous venez de parler, hein, trouble dépressif, trouble anxieux, trouble psychotique et passage à l'acte suicidaire. Et puis on peut aussi le voir sous un prisme un peu plus quotidien, par exemple avec toutes les questions autour du stress, avec toutes les questions autour de l'émergence de symptômes de fatigue, de manque d'alimentation, de problématiques de pensée, de rumination de pensée par exemple. Et forcément, ces deux façons d'aborder la santé mentale, elles font qu'on ne parle pas exactement de la même santé. Donc ça, c'est important déjà. Et ensuite, quand on regarde sur la notion et qu'on rajoute la notion de bien-être par-dessus, et ben là, on se retrouve avec un sacré chantier. Parce que cette notion de bien-être, aujourd'hui, elle émerge dans plein de champs de recherche différents. Moi, je me centre vraiment sur la psychologie. Et dans la psychologie, on se centre sur plein de façons d'aborder le bien-être. 2 grandes façons, c'est le bien-être en santé, justement, qui va être caractérisé peut-être plus comme les ressources qu'on a pour se considérer en bonne santé, pour se considérer satisfait de sa vie, pour se donner l'impression qu'on va bien. Et puis, dans d'autres champs de la psychologie, on va vraiment caractériser le bien-être comme une façon de fonctionner. Alors, les deux sont très très proches,
mais cette question de comment on fonctionne, elle vient interroger aussi les ressources qu'on se donne dedans. Voilà. Alors le bien-être, c'est le cœur, on va dire, de réflexion de Uniwell. Maxence Boutet, je vous laisse prendre le relais. Est-ce que vous vous concentrez vraiment plus sur le bien-être dans cette démarche ? Sur le bien-être, mais selon une définition qui est multidimensionnelle, une approche qui est plutôt multidimensionnelle du bien-être, qui n'est pas forcément celle qui est utilisée en France de manière générale, plutôt dans les pays anglo-saxons, c'est vrai. On sort donc un peu du centre de la psychologie dont on a parlé juste avant. Tout à fait. Uniwell a choisi 5 dimensions pour le bien-être. Il y a évidemment tout ce qui concerne la santé et le bien-être, y compris donc la santé mentale. Il y a également tous les enjeux liés au développement durable, éco-anxiété, donc par extension les sciences de l'environnement. Et également la perception que les individus peuvent avoir de leurs institutions, donc par extension tous les enjeux liés à la bonne gouvernance et à la démocratisation, les sciences humaines et sociales, la qualité de la formation, qui dans Uniwell est vue à travers le prisme de la formation des enseignants, et également tous les enjeux liés au multilinguisme, car il établit que pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle contribue au bien-être des individus. Là, on parle vraiment du point de vue de l'université, puisque vous êtes à Nantes Université, c'est ça ? Uniwell, c'est l'alliance d'universités européennes à laquelle participe Nantes Université, effectivement, depuis 5 ans. Très rapidement, les alliances d'universités européennes sont une initiative lancée par la Commission européenne il y a 5 ans de cela, afin d'inciter les universités européennes à constituer des partenariats intégrés afin de déployer des campus au niveau européen, de réduire les barrières administratives et de mutualiser leurs ressources, formation, recherche, mais également au niveau des services, afin de développer un modèle pour un diplôme qui soit établi au niveau européen. En fait, il y a 65 alliances d'universités européennes. Uniwell est l'une de ces 65 alliances, donc ça s'inscrit dans une transformation très large de l'espace européen d'enseignement supérieur et de la recherche. Et pourquoi les universités de l'Alliance Uniwell ont choisi cette thématique du bien-être ? Car certaines études en 2019 montraient que près d'un tiers des étudiants souffraient de troubles qui pouvaient nécessiter une prise en charge ou un traitement. Donc c'est notamment pour répondre à ce défi que les universités de l'Alliance Uniwell ont choisi de placer le bien-être au cœur de ces activités. Un tiers, c'est énorme. J'imagine donc que c'était le point de départ de cette réflexion de Uniwell. Est-ce que cette augmentation de chiffres, c'est quelque chose qui pourrait être mis sur le fait qu'on en parle de plus en plus de la santé mentale, que ce serait simplement une prise de conscience généralisée ? Et je pose la question déjà à vous deux. Alors, moi, je peux commencer à répondre sur la question de la santé mentale des étudiants. Effectivement, on voit un effet Covid. Alors ça, peut-être que Arnaud reviendra dessus, mais on voit un vrai effet Covid. Il y a une étude de Bordeaux, de l'Université de Bordeaux, qui est parue l'année dernière, qui est très intéressante là-dessus, qui montre bien qu'il y a une augmentation effectivement de la dépression, des troubles anxieux. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'effectivement, comme l'a dit Maxence, avant le Covid, les étudiants n'allaient pas bien, et qu'avant le Covid, la population étudiante était déjà une population plus fragile que la population générale. Donc ça vient forcément me percuter sur la question de est-ce qu'être étudiant, c'est nécessairement ne pas aller bien ? Qu'est-ce qui fait que cette condition-là, c'est un facteur de risque finalement pour aller mal ? Donc là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui les étudiants vont encore moins bien qu'il y a 5 ans ? Ou est-ce qu'ils ont plus conscience et plus de facilité à en parler ? Pour moi, je dirais un peu des deux. Probablement qu'ils ont plus d'écoute aussi de leurs conditions de vie, de leurs émotions, de leurs propres symptômes, moins de honte à en parler, et donc plus d'initiatives aussi peut-être pour le faire. Donc on a des chiffres qui augmentent beaucoup, mais il est sûr qu'on a de toute façon une augmentation de fait par une fragilisation sur ces dernières années. Lié à ce statut aussi. Et je vais aller dans le sens de Vincent. Nous, on pense effectivement que le Covid a plutôt joué un rôle de catalyseur, dans le sens où, par exemple, on s'aperçoit maintenant que le sentiment de solitude chez les étudiants n'a jamais été aussi élevé, ce sentiment de solitude, à l'heure où n'importe qui, avec les réseaux sociaux, peut avoir 2000 contacts, des centaines de followers, etc. Donc il y a aussi ce paradoxe à prendre en compte. Arnaud Bascope, je me tourne vers vous. Vous êtes chef de projet de l'étude Mentalo pour l'INSERM et l'Université Paris-Cité. Alors cette étude, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire en quoi ça consiste et le point de départ ? Est-ce que c'était, comme pour Uniwell, les 1/3 d'étudiants qui ne vont pas bien ? Tout à fait.
Mentalo en fait est né à la suite du même constat, c'est-à-dire ces chiffres dégradants qui ont été montrés à la suite du Covid, et même avant, parce que finalement l'histoire de l'étude Mentalo, c'est l'histoire aussi d'une étude précédente qui s'appelait Stop Blues et qui visait la population adulte. Et cette étude qui a eu lieu avant l'époque du Covid avait déjà montré un niveau de santé mentale qui était déjà dégradé. Et exactement, du coup, l'époque du Covid, enfin le Covid a révélé en fait des chiffres alarmants au niveau de la santé mentale des jeunes, et ça a permis en fait un peu comme une déstigmatisation de cette thématique et une libération de la parole, et donc ces chiffres qui augmentent, ça pourrait être une piste. Donc là, on est vraiment sur les jeunes. On parle de quelle tranche d'âge ? Alors, Mentalo, c'est une étude qui vise les 11 à 24 ans en France. C'est une étude qui vise à identifier les facteurs qui influencent le bien-être mental des jeunes. Pour ça, on passe par une application qui est accessible en ligne directement via le site étude-mentalo.fr. Et directement, le jeune s'inscrit. L'étude Mentalo, c'est avant tout un questionnaire qui est proposé sur cette application. Ce questionnaire comporte un questionnaire qui est validé scientifiquement qui s'appelle le PHQ-4. On y reviendra peut-être après, mais ça permet en fait de déterminer un peu un risque anxiéto-dépressif de l'individu. Et on corrèle ce score de PHQ-4 avec plein d'autres questions qui sont posées dans l'application et qui permettent en fait de savoir comment le jeune va, tout simplement. Et la particularité de l'étude Mentalo, c'est que c'est une étude longitudinale, c'est-à-dire que c'est une étude sur 1 an. Donc on relance le jeune par le biais des SMS ou de son adresse mail. On le relance pour qu'il puisse se reconnecter à l'étude et nous dire comment il va. Et donc, c'est en tout 8 fois dans l'année. Donc, si je suis un jeune dans cette tranche d'âge et que je télécharge l'application Mentalo, ou alors que c'est sur Internet. Alors, c'est sur Internet, c'est oui. ça, on ne télécharge pas l'application. Donc, je vais sur Internet, je tape Mentalo INSERM, je la rejoins. Et donc là, j'ai plusieurs questionnaires. Vous avez parlé de ces fameux questionnaires PHQ-4 et donc longitudinal, puisque je le remplis un premier jour. 15 jours plus tard, je suis amenée à le re-remplir. Plus 1 mois, plus 2 mois, plus 6 mois, plus 1 an. Exactement. Donc, ça permet de voir l'évolution de ma santé mentale ? C'est ça. En fait, ça permet de nous, les chercheurs, donc avant tout, Mentalo, c'est une étude de cohorte, c'est-à-dire que l'individu qui s'inscrit n'aura pas accès à l'évolution de son propre bien-être mental. Mentalo, c'est avant tout une initiative plutôt citoyenne, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'éclairer les chercheurs sur les facteurs qui influencent le bien-être mental des jeunes en ce moment en France. Parce que c'est la particularité de l'étude Mentalo, c'est qu'elle soit longitudinale et que c'est une première en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore ce genre d'études. Elles sont plutôt ponctuelles, comme l'étude en classe, par exemple, aussi, qui est menée en France. Donc là, l'objectif, nous, c'est d'identifier les facteurs indépendamment du biais on va poser seulement à un tel jour cette question, alors que nous, on la pose plusieurs fois dans l'année pour identifier des nouveaux facteurs, enfin pour espérer en identifier du moins. Donc c'est un moyen finalement de récolter de la donnée, si on le dit de manière un petit peu simpliste, récolter de la donnée auprès des jeunes concernés eux-mêmes avec des questions approuvées scientifiquement. C'est quoi ces fameuses questions PHQ-4 ? Alors, ces questions PHQ-4, elles se divisent en 4 questions et c'est avant tout des questions qui sont relatives à la fréquence. Je ne pourrais pas vous les citer précisément, je ne les connais pas par cœur, mais je ne sais pas si tu les connais. Vincent ne les connaît pas non plus. Mais en tout cas, le jeune répond, la question vise un trouble qui soit anxieux, soit dépressif. On peut diviser le PHQ-4 en 2, donc on aura un risque anxiéto-dépressif, donc un risque anxieux et un risque dépressif. Et on a aussi plein d'autres questions qui permettent de corréler avec ce score. Donc on demande aux jeunes tout simplement comment il va. On demande aussi ses habitudes, ses loisirs. On demande ses habitudes de sommeil. On demande son temps d'écran, ses habitudes d'utilisation au niveau d'Internet. On demande ses activités culturelles et sportives, son cadre socio-économique, son cadre familial, sa vie au collège, au lycée, à l'université. Parce que voilà, l'application Mentalo, elle vise une très large partie de la population, donc une des difficultés, c'était d'avant tout de poser les bonnes questions. Et donc c'est pour ça qu'on insiste aussi sur le fait de dire que Mentalo, c'est une étude co-construite. On a été vraiment rencontrer des jeunes à travers toute la France, que ce soit dans les collèges, les lycées, les universités, pour savoir quelles questions poser. Et puis ces questions-là, évidemment, on les a revues avec des professionnels de la santé, des psychologues et des psychiatres. Et puis on les a fait valider aussi avec l'éducation nationale, parce que c'était important pour nous qu'on ait cet aval. Vous avez parlé des questionnaires sur le sommeil, la vie intime par exemple, ou la vie au collège, au lycée ou à l'université. Ça, c'est des questionnaires que vous avez appelés environnement. Donc ça, on les remplit qu'une seule fois, contrairement au fameux questionnaire PHQ-4. Et le tout, c'est assez ludique, c'est présenté sous la forme d'une montagne qu'on gravit.
c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Il y a toute une édification qui a été aussi co-construite avec les jeunes. L'objectif, c'était vraiment de jouer sur plusieurs aspects motivationnels, autant la motivation intrinsèque, donc c'est-à-dire la motivation propre à soi-même, donc je m'aide moi-même si j'ai de la recherche et de la science, et la motivation extrinsèque, c'est-à-dire que là, on joue plus sur l'aspect ludification en proposant aux participants de gagner des points lorsqu'ils répondent au questionnaire, pour ensuite leur proposer différents lots que des entreprises ont généreusement donnés à notre étude. C'est que des entreprises françaises pour accéder à divers services en ligne. Oui, on peut gagner des choses. C'est ça, on peut gagner des choses. Je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient dans la tranche d'âge concernée. Mais on parlera donc en deuxième partie de ces résultats. En attendant, vous continuez de recruter, puisque l'objectif, c'est 500 000 jeunes. Est-ce que vous savez combien vous en avez aujourd'hui? Alors, je vous corrige, c'est 50 000 jeunes. 50 000, heureusement pardon, pour nous, voilà. parce que 500 000, ça serait... Je suis allée trop vite. 50 000 jeunes. Mais pour l'instant, nous avons franchi les 10 000 participants. Donc on en est assez content. C'est important de dire aussi qu'on fait les analyses au fil de l'eau. On a un compte Instagram qui est assez actif et on essaye dessus de diffuser nos résultats, parce que le but, c'est vraiment de fédérer la cohorte et de montrer l'importance de participer à cette étude. On joue beaucoup plus du coup sur la motivation intrinsèque, extrinsèque. L'objectif, c'est de déstigmatiser avant tout le bien-être mental chez les jeunes, d'en parler et de promouvoir. Et donc, pour répondre à votre question, tout à fait, l'objectif, c'est 50 000 jeunes. Il nous reste encore 1 an pour y arriver. La fin de l'inclusion, c'est en mai 2026. Donc, on joue sur plusieurs stratégies de communication. On aura bientôt là, des affichages dans les transports publics en France, on espère. Maxence et Vincent, est-ce que vous connaissiez Mentalo? Pour ma part, non. Et pour ma part, je ne connaissais pas Mentalo, je connais d'autres études de cohorte qui existent, par exemple, au niveau effectivement de l'Université de Bordeaux, l'ancien projet iShare, qui est aujourd'hui, je crois, Prism. Mais effectivement, ces projets de cohorte, ils sont nécessaires parce que avoir ces études longitudinales et voir comment ces éléments de santé mentale évoluent dans le temps, c'est le meilleur élément pour nous, avoir des facteurs de prédiction et mieux comprendre derrière comment on peut intervenir au bon moment, ou est-ce qu'il y a des moments spécifiques sur lesquels intervenir. Donc ça, c'est des projets qui sont formidables et en tout cas qui sont assez intéressants aussi pour des chercheurs ou des doctorants comme moi qui regardent ça avec grande envie, parce qu'on fédère des équipes de recherche nombreuses. On peut permettre des accès, 50 000 personnes. Moi, en tant que doctorant, je ne peux pas avoir ce nombre d'intervenants, de participants. Finalement, dans un travail de recherche, en 3 ans, ce n'est pas possible. Alors que derrière, on va avoir une assise et des résultats scientifiques qui vont être hyper intéressants. Ça nous permet aussi de savoir un petit peu de quoi on parle, puisque là, ça nous donne aussi des chiffres, on va en parler. Et donc la bonne nouvelle de cette espèce d'état des lieux, de cette première partie, c'est qu'on n'est pas impuissant face à cet état de santé des jeunes aujourd'hui. Il existe des solutions, des initiatives pour aller vers une meilleure reconnaissance de ces problèmes, mais aussi une meilleure prise en charge. Et une des premières étapes, c'est de savoir quand est-ce qu'un proche ou quand est-ce que nous-mêmes, nous souffrons psychiquement. Vincent Chupin, vous êtes formateur premier secours à la santé mentale. Moi, je ne connaissais que la formation premier secours assez classique. En quoi ça consiste? Le programme PSSM, ou Premier Secours en Santé Mentale, est un programme qui est calqué un petit peu sur le programme PSC1, le programme de prévention en soins physiques. C'est un programme à la base australien qui a débuté dans les années 2000 et qui ensuite s'est développé un peu au niveau international. Et aujourd'hui, c'est un programme en France qui existe depuis après 2018-2019, qui est pas mal porté au niveau du ministère de la Santé, porté par une association nationale qui délivre ce programme. Et du coup, l'idée, c'est en 2 jours vraiment d'outiller les individus d'un point de vue vraiment plutôt citoyen, donc former toute personne qui le souhaite à repérer un certain nombre de typologies de troubles. Les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles addictifs et les troubles psychotiques. L'idée, c'est pas tant de devenir médecin, c'est pas le but, mais c'est juste de déstigmatiser. Déjà, se dire, mon proche, il a du mal à se lever le matin, il a du mal à agir, est-ce que je peux juste lui dire mets-toi un coup de pied dans le cul et ça va aller mieux? Non, ça marche pas. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Et comment est-ce que je peux l'accompagner? Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux faire? Auprès de qui je peux le renvoyer? Donc c'est vraiment toute l'idée de ce programme, c'est vraiment de se centrer sur cette notion de reconnaissance de troubles, compréhension aussi que ces troubles, ils ne dépendent pas que de nous, ils dépendent d'autres facteurs sur lesquels on n'a pas forcément la main. Là, on parle d'une formation pour apprendre à secourir les autres. Est-ce qu'il y a des étudiants qui viennent pour eux-mêmes? Cette question de venir pour soi ou venir pour les autres, on vient toujours un peu pour soi et pour les autres. Et simplement, le cadre de cette formation n'est pas forcément pour s'aider soi-même. On peut avoir une prise de conscience, on peut se dire « Ah ouais, en fait, peut-être que là, ce que je vis depuis 2 mois,
6 mois, 1 an, peut-être que c'est une situation problématique. Donc oui, dans ce cas-là, on se sera aidé soi-même en allant demander de l'aide. Mais ce n'est pas l'objectif de cette formation. Et cette formation n'est pas non plus un lieu de développement de soi. Ce n'est pas l'objectif. On ne travaille pas forcément sur des ressources, mais beaucoup sur du diagnostic. Probablement qu'une formation à ce niveau-là aussi diffusée, parce que le programme PSSM est vraiment diffusé fortement, on est à plus de 300 000 personnes formées en France en 5 ans, c'est énorme. Probablement que des formations qui viendraient plutôt outiller les individus sur leurs ressources pourraient avoir de l'intérêt. Ce n'est pas l'objectif de la formation PSSM. Mais cette formation Premier secours en santé mentale, à l'Université de Nantes, elle est délivrée une fois par mois, des groupes de 16 personnes. Ça fait combien d'étudiants formés à l'année à peu près ? Alors, c'est une question, si on fait le calcul, je dirais qu'il y a quoi ? Il y a à peu près 200 étudiants qui seront formés chaque année. La formation PSSM à l'Université de Nantes, elle est cofinancée par la... Alors, j'ai peur de dire des bêtises, mais elle est financée par une partie des pouvoirs publics, soit au niveau du département, soit au niveau de la région. À ce niveau-là, former des étudiants, c'est important. Maintenant, on fait aussi avec nos budgets. Et on fait aussi avec les budgets. La personne qui s'occupe de ces formations, de la mise en place de ces formations, m'a demandé de faire passer le message. A priori, il y a un peu plus de formations qui vont pouvoir se rouvrir sur la fin de l'année universitaire. Donc si des étudiants nous écoutent et qu'ils ont envie de se former, il faut qu'ils aillent sur le site du service de santé étudiant. Dans ce cadre-là, après, toute la problématique, c'est effectivement de trouver du temps, de trouver des financements. Et ça, c'est une des grosses problématiques aussi pour la mettre en place et la diffuser plus largement. On continue de parler des initiatives pour prendre soin de soi et des autres juste après une petite pause musicale. Bientôt. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
C'était Only Lovers Left to Die de Hit Girl et nous sommes de retour en plateau pour la semaine du cerveau avec l'INSERM Grand Ouest. Au cœur du Grand Bain, nous échangeons avec Maxence Boutet, Arnaud Bascope et Vincent Chupin sur la santé mentale des jeunes. Juste avant la musique, nous parlions de prévention, premier secours en santé mentale. Ça va sur le domaine de la formation, donc je me tourne naturellement vers vous, Maxence Boutet. Uniwell fait aussi de la formation. C'est quoi les grandes personnes et les grands thèmes de formation qui sont proposés ? Comme je l'ai présenté en introduction, les 5 principales thématiques de Uniwell sont santé, environnement, formation des enseignants, culture et multilinguisme et sciences humaines et sociales. Après, il y a plusieurs axes côté formation. L'idée de Uniwell, donc c'est l'Alliance d'universités européennes qui a choisi de mettre le bien-être au cœur de ses activités, donc c'est-à-dire évidemment activités de formation, activités de recherche, mais également activités des services universitaires. Sur les activités liées à la formation, Uniwell fait la promotion active des pratiques liées à l'éducation ouverte. L'éducation ouverte, c'est pouvoir rendre accessible au plus grand nombre les ressources pédagogiques, si possible dans un format multilingue. Donc ça, c'est vraiment au cœur de nos activités dans Uniwell. Il y a également l'idée de co-construire des modules de formation avec des étudiants. Donc des enseignants se réunissent autour de la table avec des étudiants en leur demandant quelles sont les compétences qu'ils souhaitent développer et acquérir dans le cadre des formations qui sont développées. Donc il y a environ une petite dizaine de modules de formation qui ont été développés sous ce format-là. Il y a l'idée également de développer les compétences liées au bien-être des étudiants, notamment, je pense peut-être que Vincent pourra nous en dire un mot tout à l'heure, mais de partager avec les autres étudiants de l'Alliance Uniwell les ressources pédagogiques, notamment de l'UE qu'il a développé bien-être et réussite des étudiants et des étudiantes. Donc voilà, à travers notamment le catalogue de formation Uniwell. Donc actuellement, il y a des étudiants, tous les étudiants des universités Uniwell peuvent suivre des modules proposés par l'ensemble des partenaires. Donc ce sont des modules synchrones, asynchrones. Voilà. Ça veut dire que si je suis étudiante à Nantes Université, je peux suivre une UE, un cours sur le bien-être étudiant ? Sur le bien-être étudiant, là en l'occurrence c'est une UE développée à Nantes Université, mais il y a d'autres UE développées par Cologne, Birmingham, l'université de Linnaeus en Suède, etc. Tout à fait, oui. Donc là, les exemples que vous me citez, c'est quelque chose de très horizontal, de très commun. Est-ce que ça fait partie des choses qui diminuent le stress et l'anxiété de pouvoir être acteur et prendre des décisions et travailler tous ensemble ? Il y a beaucoup de modules de formation qui font travailler les étudiants en groupe. Donc, ce sont des étudiants des différentes universités. Alors, il n'y a pas forcément des étudiants de 11 universités sur chaque module de formation, mais il y a un certain nombre de formations qui sont dispensées sous un format hybride. Donc, il y a des activités en visioconférence, en ligne, avant effectivement une restitution qui généralement se fait en présentiel pendant plusieurs jours. Donc là, on parle encore vraiment du bien-être, on n'est plus sur la santé mentale dont on parlait tout à l'heure, c'est important de faire la distinction. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez aussi parlé de mobilier bien-être à la BU ou de bac à tri sélectif. Tout à fait. Donc, voilà. L'approche globale de Uniwell, c'est d'insérer le bien-être dans toutes les activités de l'université. Donc là, on a parlé de la formation, mais je vais présenter après ce qu'on fait sur les... Enfin, bref. Donc l'idée d'Uniwell, c'est effectivement d'insérer le bien-être dans toutes les activités de l'université, donc évidemment sur les activités de formation, les activités de recherche, sachant que toutes les actions de Uniwell doivent être étayées par des données scientifiques. Donc il y a un certain nombre de projets de recherche qui sont mis en place, bien entendu. Également sur les conditions de travail, on part du principe que si les conditions de travail des personnels des universités sont bonnes, ça va rejaillir sur la santé mentale et le bien-être des étudiants. Et évidemment, tout ce qui est relatif à l'environnement universitaire. L'idée, c'est de faire en sorte que les étudiants soient contents d'être à l'université. Ce qu'on appelle la composante LIV, et donc ainsi de favoriser les rencontres en présentiel entre étudiants. Donc améliorer les conditions de vie à l'université, donc en répondant à un certain nombre de demandes étudiantes. Par exemple, des étudiants qui habitent loin de l'université, qui ont 5 heures entre 2 cours, où peuvent-ils rester à l'université? Donc effectivement, Uniwell a permis de mettre en place des mobiliers pour le bien-être dans les bibliothèques universitaires, mais également au pôle vie étudiante de Nantes Université, donc avec l'installation de cocons de sieste, de hamacs, de gros fat boys. Donc voilà, ça répond à une demande de longue date des étudiants. Également d'installer des bacs à tri sélectifs dans certains bâtiments de Nantes Université qui n'en étaient pas encore pourvus.
Donc voilà, et afin également d'agir pour le bien-être étudiant sur le campus, on vient de lancer une association étudiante Uniwell, donc afin de participer à la vie associative de Nantes Université, mais également afin d'accompagner les projets étudiants qui visent à améliorer les bien-être sur les campus. Vous avez parlé aussi du bien-être du personnel de l'université. Ça se manifeste comment ? Il y a un gros focus dans Uniwell sur le bien-être des jeunes chercheurs. Donc il y a un accompagnement. Voilà, en l'occurrence. Vincent Chupin, voilà. C'est pour vous. Il y a la volonté d'accompagner les jeunes chercheurs, notamment dans la période après l'obtention de leur doctorat ou de leur postdoc et l'obtention d'un poste pérenne. Donc dans le contexte actuel, on sait qu'un certain nombre d'années peut s'écouler. Donc l'idée, c'est de proposer des formations pour améliorer leurs compétences transversales, notamment, qui sort du cadre de leur contexte académique, mais les accompagner en proposant un certain nombre de dispositifs pour améliorer leurs compétences transversales. Je pense notamment à ça. Pour les personnels administratifs, il y a également un certain nombre de formations. Par exemple, pour les personnels en charge de l'accueil des étudiants et des enseignants réfugiés. Donc, comment mieux accueillir et accompagner ces publics-là. Il y a également des tandems linguistiques mis en place entre des personnels de toutes les universités. Par exemple, un ou une collègue du service de la comptabilité de Nantes Université, s'il souhaite parler hongrois avec un collègue ou une collègue de l'université de Murcie en Espagne, c'est tout à fait possible. Donc voilà, il y a ces types d'activités qui sont proposées. Des mises en relation. Tout à fait, ouais. L'avantage du réseau à l'échelle européenne. C'est le but de ces alliances universitaires européennes. Ouais. Vincent Chupin. Si je peux réagir, parce qu'effectivement, avec Maxence, depuis que j'ai commencé mon doctorat, on a tendance à se croiser et mon sujet de recherche est suffisamment proche pour avoir l'occasion de travailler quand même régulièrement ensemble. Mais par exemple, ce qu'on peut aussi mettre en avant, c'est que selon les cultures de pays, on a des dispositifs qui sont différents en termes d'intervention auprès des étudiants. Et donc certaines universités vont pouvoir aussi faire bénéficier de leur expertise ou d'avancées qu'ils ont pu mettre en place dans leurs universités en termes d'accompagnement. Je pense par exemple à des accompagnements autour de la gestion du handicap ou de la gestion de l'accompagnement d'étudiants qui iraient moins bien. Et du coup, ça permet de bénéficier de ces contextes-là. On sort d'un contexte finalement national où toutes les universités françaises rencontrent à peu près les mêmes difficultés, donc parfois sont limitées pour mettre en place certaines choses. Et en soi, entendre parler d'une autre université, alors je prends par exemple l'université de Linus, qui peut mettre en place un accompagnement, des dispositifs d'accompagnement des étudiants avec beaucoup de programmes sociaux, alors moi, ça me fait rêver en tant que doctorant qui travaille sur la question du bien-être étudiant, mais ça me permet aussi de me dire, ok, s'ils y arrivent, comment est-ce que je peux le faire aussi ? Qu'est-ce qu'on peut implanter ? Comment on peut le porter ? Ça me permet aussi de dire à des étudiants, regardez, ça se fait là-bas. Du coup, comment est-ce qu'on peut le demander ensemble ? Comment est-ce qu'on peut essayer de le mettre en place ensemble ? Et ça, c'est l'intérêt de cette alliance aussi, en tout cas pour moi en tant que chercheur, c'est pouvoir avoir une vision directe sur ce qui se passe dans d'autres universités et avoir des liens avec des collègues là-dessus aussi, pour pouvoir être accompagné ou voir émerger des projets, reprendre des projets qui existent déjà à d'autres endroits. C'est tout à fait ça la philosophie de l'Alliance Uniwell. Échanger des bonnes pratiques et prendre ce qu'il y a de meilleur chez les partenaires pour l'adapter au contexte local nantais. Je peux également mentionner le fait qu'on développe une offre de services pour les mobilités internationales des étudiants et des personnels, avec l'idée, par exemple, de garantir une place en résidence universitaire à tous les étudiants en mobilité dans les universités Uniwell, parce qu'on sait que c'est quand même une des principales préoccupations d'un étudiant lorsqu'il part en mobilité. Le fait de pouvoir proposer également des formations linguistiques en amont des mobilités, des formations à l'interculturel, de favoriser les mobilités d'étudiants en situation de handicap. Donc voilà, on travaille sur tous ces aspects-là dans Uniwell. Donc vraiment une offre de services basée sur le bien-être. Une question me vient en entendant parler des différents exemples de pays européens, mais aussi de mobilité en Europe. Est-ce qu'en France, on est nul en santé mentale ou en tout cas en bien-être, ou est-ce que ça va, on apprend ? Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que le bien-être était avant tout quelque chose d'un peu anglo-saxon qui est venu. Est-ce que ça infuse ? Est-ce qu'on n'est pas si mal ou est-ce qu'on a encore des progrès à faire ? Moi, si je peux Vincent. répondre sur des constats, globalement, on est aussi mauvais que partout. C'est rassurant. Globalement, les données qui existent sur la santé mentale étudiante montrent que c'est une problématique partout. Maintenant, en France, ce qui est intéressant, on n'en a pas du tout parlé, mais les universités ne doivent pas trop rougir par rapport à d'autres
d'autres institutions, des écoles privées, des grandes écoles, etc. Ces problématiques de santé mentale, elles existent partout. Les réponses sont peut-être pas les mêmes, les leviers de réponse sont peut-être pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on gère 42 000 étudiants comme à Nantes Université, effectivement, c'est peut-être plus difficile de mettre en place un programme de prévention quand on est dans une école avec 300 étudiants. Mais voilà, ça, c'est présent à chaque fois et c'est présent partout. Au niveau international, ça sera la même chose. Peut-être que la question des moyens, la question aussi des moyens, de ce qu'on peut mettre, par exemple, pour bâtir des campus qui sont adaptés aux étudiants, et peut-être que ça change un petit peu les choses. Mais du coup, sans taper sur les copains, sur les universités qui ont des gros frais d'inscription, la problématique, c'est que quand on a des gros frais d'inscription, derrière, on a des étudiants quand même qui ont une grosse pression financière et du coup, qui vont forcément avoir d'autres problématiques, même s'ils ont un très beau mobilier, même s'ils ont peut-être plus de facilité d'accès à un certain nombre de choses, mais ils auront d'autres problématiques. Donc voilà, on peut ne pas rougir du fait de ne pas être si mauvais. Bon. Oui, la situation est très hétérogène en France, évidemment, mais même au sein de Nantes Université, qui est composé de différents campus. On peut citer en exemple le campus vert de La Roche-sur-Yon, dans lequel c'est un IUT principalement, et donc il y a peu d'étudiants, mais il y a des ateliers de permaculture pour les étudiants qui sont inscrits en génie biologique, des ateliers de réparation matériel informatique, etc. Donc voilà, la situation est très, très diversifiée. Au niveau de Uniwell, la situation est très hétérogène également. Après, faut repenser au contexte budgétaire qu'est-ce qu'il est actuellement. Oui, donc, bien sûr. La marge de manœuvre, elle est là également pour les universités. Arnaud Bascope, je me tourne vers vous. Là, on sort un petit peu du contexte de l'université et on retourne dans celui de l'étude Mentalo, qui, je le rappelle, est une étude nationale sur des jeunes collégiens, lycéens et des jeunes étudiants. Vous l'avez dit tout à l'heure, les analyses sont bimensuelles. Donc, vous avez déjà ceux d'octobre 2024 qui concernent 2 à 3 000 personnes, mais vous avez également en avant-première, pour le Labo des Savoirs, les prochains chiffres qui devraient sortir dans les semaines à venir. Alors, donc on a vu tout à l'heure que c'était une application avec des questionnaires à remplir. C'est quoi ce qui ressort de ces premières réponses ? Alors tout à fait, on fait des analyses biannuelles et donc là nous sommes arrivés aux 6 000 premiers inscrits. Et donc sur ces 6 000 personnes, alors déjà je vais mettre en contexte nos résultats. Évidemment on a des biais au niveau de nos analyses, surtout au niveau du biais de sélection. Je traduis par le fait qu'on a beaucoup plus de filles dans notre étude que de garçons. On a environ 1 garçon pour 2 filles. Et on a aussi beaucoup plus de difficultés à recruter la population des plus jeunes, la population des collégiens. Donc on a beaucoup plus de lycéennes et d'étudiantes particulièrement, avec une difficulté à recruter des garçons en général. En tout cas, on s'est comparé à la population selon les chiffres de l'INSEE. En sachant ça, évidemment, on a essayé de faire des scores ajustés. Alors, ce qui ressort, alors à la question toute simple de comment te sens-tu mentalement, on a 43% des personnes qui répondent aller bien, voire très bien. Et donc 57% qui répondent moyennement, voire mal. Ce score, il est corrélé aussi avec le questionnaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, le PHQ, ce fameux PHQ4, ce questionnaire qui a une validité scientifique en tout cas. Ce qu'on remarque avec ce questionnaire en 4 questions, c'est qu'on a 1 sur 2 qui présente un risque de détresse de type anxiété, 1 sur 3 qui présente un risque de détresse de type dépression, et enfin 1 sur 5 qui présente un risque de détresse sévère. Donc bon, les résultats ne sont pas très... encourageants, ça fait peur même. Ça peut faire un peu peur. Après, nous, dans Mentalo, évidemment, on essaye de toujours essayer de diffuser les résultats sur une note un peu plus positive, un peu plus sur le bien-être, malgré ces chiffres. On étudie aussi, par exemple, le succès des canaux, parce que c'est intéressant d'étudier une population si large, les 11-24 ans, et on voit en fait qu'ils sont assez différents d'une population à une autre. On a remarqué, par exemple, étonnamment, que les collégiens étaient beaucoup plus sensibles en passant par la presse. Donc 27% des collégiens nous ont connus par la presse. Les lycéens, pareil, c'était le premier canal aussi de diffusion, alors que les étudiants, c'était plus les établissements. Après, évidemment, on a essayé de faire plusieurs actions dans plein d'établissements différents. Les universités se sont peut-être mieux appropriées le sujet que les lycées et les collèges actuellement. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de remarquer dans l'équipe avec les diffusions, avec nos diffusions. Donc c'est comme ça qu'on pourra interpréter ces résultats-ci. Aussi, on remarque en ajustant les scores que les jeunes femmes vont moins bien que les jeunes hommes. C'est-à-dire qu'on a 47% des jeunes femmes qui ont une détresse modérée à sévère contre 28% des hommes. Donc je souligne le fait qu'on a assez peu d'hommes dans l'étude, mais quand même.
Je me permets de rebondir sur cette donnée où on voit que les filles vont plus mal que les garçons. Ça reprend un article du Monde qui est sorti il y a quelques mois qui comparait des chiffres par rapport à 2017. Alors je vous préviens, les chiffres sont un peu durs à entendre. Il y a une hausse des hospitalisations des jeunes filles suite à des tentatives de suicide ou des automutilations. Cette hausse, elle se poursuit. Les chiffres sont très inquiétants, plus 70% d'hospitalisation chez les adolescentes de 10 à 14 ans, plus 46% pour les adolescentes de 15 à 19 ans et plus 54% chez les jeunes adultes femmes de 20 à 24 ans. Donc les femmes, les jeunes filles vont moins bien, même en lissant les résultats sur votre étude à vous, c'est aussi quelque chose que vous retrouvez. Tout à fait, oui. En fait, nos résultats, finalement, renforcent à peu près tous les constats qui ont été faits par plein d'autres études différentes au préalable. Donc ça nous conforte aussi parce qu'on voit que nos données valident finalement ces aspects-là. Après, l'objectif de Mentalo, c'est de voir vraiment ce que ça donne d'un point de vue longitudinal en essayant de déterminer les facteurs qui pourraient les influencer. On a aussi remarqué, en plus du facteur genre, le facteur âge, c'est-à-dire qu'on a remarqué que la proportion des personnes qui déclarent se sentir mal passe de 39% au collège à 57% au lycée, et jusqu'à 60% pour les étudiants. Ça empire. Ça empire, ça a l'air en tout cas. En parallèle, on a l'objectif de Mentalo, donc on passe par des questions plutôt fermées, mais aussi des questions ouvertes. Et donc on demande tout simplement aux participants, quelles sont tes préoccupations si tu en as, qu'est-ce qui te rend triste, mais aussi qu'est-ce qui te rend bien, qu'est-ce qui te fait te sentir mieux. Donc pour ça, on s'est allié avec un autre laboratoire de l'INSERM qui a des compétences en analyse textuelle en utilisant l'intelligence artificielle. Donc la collaboration vient juste de débuter. Donc on va faire avec les résultats actuels qui sont mes analyses à moi. Et donc je ne suis pas un chercheur en intelligence artificielle. Mais en tout cas, ce qu'on a remarqué dans au moins les choses qui les préoccupent, on a plusieurs sujets. La grande préoccupation, si je pourrais dire, c'est le domaine des études, que ce soit pour les collégiens, les lycéens et les étudiants. De toute manière, les résultats que là je vais énoncer ne sont pas en sous-groupe, ils sont uniquement sur l'ensemble de la population, donc sur l'ensemble des 6000, parce que sinon ça n'aurait pas été assez pertinent, étant donné la faible proportion de collégiens et lycéens. Donc les sujets qui tournent autour des études et du lycée en général et du collège. Vient ensuite la famille, les relations interpersonnelles, donc les amis, mais aussi les relations amoureuses. On a également le sujet de l'avenir qui est très très important, surtout j'ai remarqué dans la population étudiante, l'aspect de la santé, mais donc tout ça c'est des sujets un peu principaux. On a aussi une émergence de sujets que j'ai appelés secondaires, mais qui concernaient à peu près 10% de la population, donc qui ne sont pas à négliger. Et ces sujets, ils étaient un peu plus autour de thématiques comme l'écologie, la politique, le monde, aussi des sujets en rapport avec l'argent, et puis des sujets qui sont en rapport avec les pathologies qui étaient un peu plus moindres, mais qui concernaient par exemple le stress, le corps, le poids. Voilà. Donc toutes ces données sont avant tout à interpréter, donc on interprétera ça avec notre équipe qui est composée de professionnels de la santé. Et on en discutera aussi encore en groupe de travail avec les jeunes, bien sûr. Parce que là, l'étude Mentalo, ça fait 1 an qu'elle tourne, mais elle tournera encore ? C'est ça, l'étude Mentalo a débuté en mai 2024, et donc elle continue jusqu'en mai 2026, le recrutement continue. Une des premières fois où personnellement, moi j'ai entendu parler de santé mentale, c'était en 2020 au JO de Tokyo avec la gymnaste Simone Biles qui était promis à un record de médaille d'or, qui a décidé d'arrêter la compétition avant les finales pour des raisons de santé mentale. Elle a heureusement à ce moment-là été beaucoup soutenue dans cette démarche, ça a permis notamment de libérer la parole chez les sportifs, mais pas que. Simone Biles a ensuite choisi de revenir au sport selon ses propres termes et son propre agenda pour finalement remporter l'or à nouveau au JO de Paris 2024. Depuis, on en parle plus de la santé mentale. Alors, je ne sais pas si c'est Simone Biles qui a permis d'en parler plus. En tout cas, moi, c'est grâce à elle que j'en ai entendu parler. Est-ce que vous, dans votre expérience personnelle à vous trois, vous avez l'impression que la parole se libère au niveau des jeunes avec qui vous échangez ? Est-ce qu'ils viennent plus facilement en parler, vous voir ou se renseigner sur ces sujets ? Alors, j'ai peut-être commencé en d'ailleurs citant un autre chiffre de Mentalo. C'est-à-dire qu'on posait la question tout simplement aux jeunes s'il il était à l'aise de parler de son bien-être aux autres. Et par rapport à ça, on a remarqué que près d'1 tiers d'entre eux n'en parlent jamais.
Et donc les principales raisons qu'ils émettaient, c'était encore la honte ou parce qu'ils n'osaient pas, et aussi d'ailleurs parce qu'ils ne savaient pas à qui en parler. Donc un tiers, ça peut encore sembler beaucoup. Néanmoins, pour répondre à votre question, moi, dans mon entourage, je remarque en tout cas que la parole se libère et que ça commence, avec toutes ces initiatives qui sont au niveau du territoire, il y a quand même un espoir qu'on commence à en parler. Ça aille mieux. Maxence, pour Uniwell? Également, je sens que c'est vraiment une des principales préoccupations des jeunes. Enfin, on en parle quand même beaucoup plus. Après, c'est l'œuf et la poule. C'est parce qu'il y a plus d'initiatives que les paroles se libèrent, ou c'est parce que la situation s'est détériorée qu'on en parle plus. Donc oui, de fait, après, la santé mentale est quand même grande cause nationale en France cette année. C'est vraiment au cœur de la politique de chacune des universités de l'Alliance Uniwell. Donc oui, concrètement, il y a une 60aine de projets en cours actuellement qui portent sur cet aspect-là, sur la santé mentale dans Uniwell. Vincent Chupin, à travers vos recherches ou avec vos étudiants? Je rejoindrai un petit peu ce que disait Arnaud. Je pense que les gens sont plus à l'aise pour en parler, commencent à avoir plus de vocabulaire. Et ça, cette question-là du vocabulaire, de comment est-ce qu'on peut parler des choses, comment on peut parler de ses sentiments, ça, je pense que ça change beaucoup. J'ai l'impression aussi que les gens commencent à écouter différemment, qu'on entend quand même beaucoup plus de discours autour de c'est important d'en parler et du coup je vais pas négliger de t'écouter pour ça, je vais pas juste te renvoyer le fait que t'as qu'à te bouger ou t'as qu'à faire autrement, et d'entendre qu'il y a aussi de la souffrance. Et ça, accepter un peu plus cette culture de la vulnérabilité, elle est intéressante, et probablement qu'en étant présente, et en ayant des gens qui peuvent l'apporter, comme des sportifs, comme des artistes, juste en la mettant en avant, les gens commencent à s'en saisir beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ça devient effectivement un bon facteur de prise en charge, d'accompagnement. Avant de conclure cette émission, on est presque à la fin. Oh, j'entends le public. Oh, vous êtes gentils. On va faire une petite ouverture un peu côté boîte à outils pour vous permettre à vous, cher public du Grand Bain, mais aussi chers auditeurs et auditrices, de repartir avec 2-3 choses dans votre sac à ressortir en cas de besoin. À commencer par des informations sur un dispositif national. Depuis 2021 et la crise du Covid-19, le gouvernement a mis en place Santé Psy étudiant pour répondre rapidement aux situations de détresse psychologique en sollicitant l'aide d'un ou d'une psychologue partenaire du dispositif. Santé Psy étudiant, c'est 12 séances gratuites, sans avance de frais et renouvelables. Si vous n'êtes pas étudiant, pas d'inquiétude, il existe Mon Soutien Psy également. C'est les mêmes conditions, 12 séances gratuites par an qui sont renouvelables, qu'importe l'âge. Alors maintenant qu'on a parlé de ça, essayons de parler rapidement de mini-outils. Vincent, allez-y, rebondissez directement. Je suis désolé Sophie, je voulais juste profiter d'être là et de vous entendre parler de cette question de mon soutien psy, du soutien psy étudiant. Je suis psychologue de formation et juste pour redire qu'aujourd'hui ces dispositifs-là, ils sont assez mal acceptés par les psychologues, entre autres parce que dans les critères d'inclusion, on a des problématiques autour de la définition de la santé mentale et du fait qu'on ne puisse pas forcément accepter des gens qui soient en trop grande souffrance dans le cadre de ces dispositifs. Aujourd'hui, il y a à peu près seulement 5% des psychologues qui adhèrent à ces dispositifs. D'accord. Donc il y a une question de précaution à prendre aussi là-dessus, et ça me paraît important de le rappeler. On a quelque chose, un balbutiement qui marche, des choses qui ont essayé d'évoluer ces dernières années sur ces dispositifs, mais ils ne marchent pas très bien. Intéressant. Heureusement que vous avez pris la parole. Moi, c'est quelque chose que je ne savais pas. Eh ben, gardez la parole, Vincent Chupin. Quels seraient les signaux d'alerte pour nous-mêmes ou pour nos proches, ou qui devraient nous faire se dire, bon, là, il y a un souci, il faut que j'aille consulter un ou une professionnelle? Je vais essayer d'en donner 3. Le premier, c'est que, en tout cas, tout à l'heure au début, je parlais de la santé mentale sous l'aspect trouble. Un trouble, c'est caractérisé par une temporalité. Un trouble dépressif ou un trouble anxieux, c'est pas juste parce qu'un jour je suis triste, c'est parce que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, au moins 2 semaines, voire plus, je suis triste. Et du coup, cette question de la temporalité, particulièrement chez les autres, si j'observe chez quelqu'un un comportement dans le temps long qui change, ça doit m'alerter. Donc la temporalité, elle est vraiment intéressante à garder en tête. Si je vois des changements de comportement, il faut que j'y fasse attention. Et parfois, le comportement peut être très élevé. La personne peut être beaucoup plus heureuse, bizarrement. Si on a une impression de bizarre là-dessus, il faut aussi s'en alerter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur la santé un peu plus au quotidien, les questions de fatigue, de rumination. Une personne qui aurait du mal à se concentrer parce qu'elle a l'air d'être
en permanence en train de penser à quelque chose parce qu'elle a du mal à se détacher d'une pensée sur quelque chose, ça c'est un signe aussi d'alerte et c'est un signe qui devrait nous amener à consulter. Un psychologue est particulièrement adapté pour ça, mais en parler avec son médecin, en parler avec un infirmier, avec des gens du monde du soin peut faire l'affaire, est vraiment important. Juste en parler avec un ami qui écoute bien, c'est déjà le premier pas. Et puis sur la question des ressources peut-être plus, mais qu'est-ce qui permet de prendre soin de sa santé aussi ? Je dirais que finalement, comprendre que son bien-être, ça passe par donner du sens à sa vie, se sentir accompagné ou être avec des gens qui nous font du bien, et ces deux éléments-là, ils sont importants. Et du coup, on peut parfois accepter de vivre dans des situations qui nous rendent qui sont pas forcément très agréables, si ça nous donne du sens, si on y trouve du sens. Donc construire du sens, donner du sens à sa vie, ça c'est probablement un des meilleurs facteurs de protection qui existent. Et qui est probablement peut-être un des facteurs qu'on développe le moins chez les jeunes, ou en tout cas qui est dur à gérer chez les jeunes. Comme le disait Arnaud, finalement, de se projeter dans l'avenir, c'est difficile. Donc donner du sens, c'est difficile. Comment est-ce qu'on peut accompagner nos jeunes sur leur donner du sens à ce qu'ils font ? Alors, une autre question me vient. Si nous, donc, on est un proche ou une proche de quelqu'un où on voit ces signaux d'alerte, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou surtout, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? On a dit plusieurs fois dans cette émission, dire allez, vas-y, mets-toi un petit coup de pied au cul, tu vas voir, ça va redémarrer. Surtout pas, par exemple. C'est ça ? Je vais... Disons que se dire mets-toi un petit coup de pied aux fesses et, pour avancer, c'est pas le meilleur message. Moi, personnellement, en tant que psychologue, le message que je dois donner, c'est dire écoutez, prenez le temps d'écouter et soyez présent pour la personne pour qu'elle puisse parler et aller au fond des choses, de ce qu'elle a à dire. Et ça, c'est vraiment important. Par contre, c'est hyper difficile, je le sais. Donc, je vais dire que si vous arrivez un petit peu à ouvrir la porte, tant mieux. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à ouvrir la porte, accompagnez cette personne pour qu'elle aille voir des professionnels. Et c'est peut-être ça, finalement, le conseil le plus important. Et à ce moment-là, le coup de pied dans les fesses pour aller voir un professionnel, il est peut-être acceptable, mais ça ne doit pas être notre bonne solution. On ne doit pas banaliser le fait de ne pas bien se sentir. C'est important. Alors, je me tourne vers vous, Maxence, pour le côté Uniwell. Alors, déjà, c'est une boîte à outils en soi, Uniwell, dans le milieu étudiant. C'est quoi les visions d'avenir et le futur, les grands projets qui sont en cours ? Uniwell est quand même un projet de transformation institutionnelle, à l'instar des autres alliances d'universités européennes. L'idée, c'est quand même d'adapter l'offre de services des universités aux besoins des étudiants, qui évoluent évidemment au fil du temps. Dans Uniwell, ces prochains mois, nous allons mener des études sur les étudiants ayant des besoins spécifiques, analyser les données récoltées dans le cadre de cette étude, puis après faire des propositions pour que les décideurs institutionnels puissent adapter les services des universités. Il y a également tout ce qui concerne l'accessibilité aux bâtiments. Il y a l'idée d'améliorer la signalétique sur les campus et afin de rendre les universités les plus accessibles et ouvertes possibles. C'est ça en fait la vocation de Uniwell, c'est qu'à terme les universités soient le plus accessibles et plus inclusives possible. Et si moi je suis étudiante à Nantes Université et que je veux venir vous voir, vous parler ou vous dire moi j'ai un besoin, comment je me débrouille ? De prendre contact avec l'association étudiante Uniwell en nous écrivant à Uniwell, EUNIWELL, @univ-nantes.fr. Et on mettra cette adresse dans la description du podcast. Arnaud Bascope, au-delà de la récolte de données et de l'autodiagnostic qui a été permise par Mentalo, quelle est la suite ? Est-ce qu'on peut imaginer peut-être, grâce à tout ça, un traitement, un accompagnement, quelque chose de thérapeutique ? Tout à fait. Alors, Mentalo, c'est une étude observationnelle. L'objectif, c'est vraiment d'identifier les facteurs qui influencent le bien-être mental des jeunes. Mais comme je vous ai dit au début, le jeune n'a pas accès à l'évolution de son bien-être mental parce que c'est avant tout une étude de cohorte. Là, on est en train aussi de travailler en parallèle sur la suite du projet qui va s'appeler Mental Plus et donc qui concernera le O devient un plus, qui est le volet complètement interventionnel de cette recherche. Et l'objectif, cette fois-ci, c'est d'accompagner le jeune avec une application de prévention qui sera la plus adaptée possible aux 11 à 24 ans. On leur offrira un espace interactif et éducatif pour pouvoir se sentir en confiance et devenir acteur de son propre bien-être mental en ayant la possibilité de voir l'évolution de son bien-être mental et d'accéder à des ressources adaptées. Donc si j'ai entre 11 et 24 ans, déjà je peux aller taper Mentalo INSERM pour rejoindre l'étude. Tout à fait. Et ensuite, peut-être que bientôt, il y aura un moyen d'être accompagné par une application sur mon bien-être à moi.
C'est ça, on espère la lancer en fin d'année 2025. Donc dans pas longtemps. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Merci. Merci. Merci à Vincent Chupin, Maxence Boutet et Arnaud Bascope d'être venus répondre à nos questions. Merci également à l'INSERM Grand Ouest, partenaire de cette émission, et au Grand Bain de Nantes qui nous a accueillis. Une émission préparée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodesavoirs.fr et sur nos réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.